On va faire apparaître à l'écran, parfait. Bon, petite synthèse, mais on va aller vite, on va aller vite. Mais par contre, je veux bien que vous fassiez une petite exercice mental parce que vous vous endormez là. Répondez dans votre tête, ça suffira, on va pas le faire à main levée. Quelle est l'efficacité d'acylodosine sur l'IPSS, le Qmax et la dysfonction éjaculatoire? Imaginez vos chiffres et on va les confronter aux réponses. C'est bon, vous avez votre petite idée? Alors, on gagne 4 points d'IPSS en général avec l'alpha bloquant. On améliore le Qmax de 2 ml par seconde et par contre on en multiplie par 32 le risque de trouble éjaculatoire. Même question pour le dutastéride. Je vous laisse vous faire vos petites réponses dans votre tête. Alors, on gagne 5 points d'IPSS, on améliore là encore le Qmax de 2 ml par seconde, on diminue le volume prostatique et ça on le sait bien, par contre on induit 3,7% de baisse de la libido, 6% de dysfonction érectile et presque 2% de troubles éjaculatoires. Quelle est l'efficacité d'un placebo? On améliore de combien l'IPSS? 3,6 points. Un bout de sucre. Ça fait relativiser, hein. Mesure hygiéno-diététique, juste en expliquant aux gens qui vont bien, que c'est bénin, qu'il faut qu'ils arrêtent le café, qu'ils répartissent mieux leurs boissons, etc., etc., on gagne 6 points. Vous vous rendez compte? Ça fait relativiser beaucoup de choses. Je voulais que vous ayez tous ces chiffres en tête pour remettre en place votre perception des MIST. Maintenant, toujours la même question avec la RTUP. Je vous mets les chiffres. Là, c'est bien plus efficace. On est à moins 70% d'IPSS, plus 162% de Qmax par contre, et on a quand même 12% de retraitement à 8 ans, et 65% de dysfonction éjaculatoire. L'OLEP, là on fait encore mieux, avec une amélioration de jusqu'à 23 points d'IPSS. Taux de retraitement très très bas. C'est pour ça qu'on les met en gold standard. Voilà, bon, alors, du coup, par rapport à tout ça, on a parlé sexualité. Je vous l'ai dit tout à l'heure dans ma réponse. L'évaluation de la sexualité fait partie du bilan de l'HBP. Point final. On l'a fait avec l'HAS, maintenant, il faut le faire, ça doit figurer dans nos comptes rendus. Et surtout quand on s'apprête à les opérer. Donc vous pouvez utiliser soit un interrogatoire structuré ou un auto-questionnaire. Et donc voilà, on le met dans toutes les étapes de nos prises en charge. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que la question est abordée déjà. Et puis comme ça, vous pouvez faire de la médecine personnalisée. On ne choisit pas la même molécule en fonction, on ne choisit pas la même technique en fonction. Les recommandations du CTMH, c'est que vous verrez à l'affût. Donc voilà, Clément, tu l'as dit, l'Urolift, je vous le lis, c'est du grade A. L'implant intraprostatique est une alternative chirurgicale pour traiter les SBO chez les patients souhaitant conserver leur fonction éjaculatoire et ayant un volume inférieur à 80 cc et sans lobe médian. Le résume, c'est une alternative chirurgicale pour traiter les SBO chez les patients souhaitant conserver leur éjaculation, ayant un volume prostatique entre 30 et 80 cc. Voilà, et c'est un grade C. Ce sont les recommandations nationales actuellement. Enfin, on vous a aidé pour naviguer parce que on a tellement de techniques. Alors une des questions qu'on va aborder à l'affût, je dois la traiter, c'est a-t-on trop de techniques? On a un pour ou contre. Je vous fais un petit peu ma réponse un peu en mode spoil. Indication du traitement. Première question que vous vous posez, est-ce qu'il y a un risque anesthésique? Si la réponse est oui, vous pouvez proposer une embolisation, un urolift, un résume, à adapter en fonction du volume prostatique évidemment. Deuxième question que vous vous posez, si la réponse est non, deuxième question que vous posez, y a-t-il un risque hémorragique? Si c'est le cas, le Green Light est un standard de soins. Après, on n'y a pas forcément accès, mais si vous l'avez, c'est super, c'est la bonne population. S'il n'y a pas de risque hémorragique, c'est seulement à ce moment-là qu'on se pose la question du volume prostatique. Est-ce qu'il fait moins de 30 cc? Là, n'oubliez pas, l'ICP, ça marche, et ça préserve les éjaculations. Donc vous pouvez faire une ICP ou un urolift. Entre 30 et 80 cc, c'est là où on peut tout faire. Donc, la RTUP monopolaire, bipolaire, le Green Light, l'OLEP, le Green Lep, le TULEP, le bipolep, la vaporisation bipolaire, la coablation, oui, maintenant c'est dans les recommandations, l'urolift, le résium et l'embolisation. En sachant que les techniques en vert, ce sont celles qui permettent de préserver les éjaculations. Je vous ai dit, on n'a pas encore intégré la résection partielle, j'attends par TURP, mais j'ai beaucoup d'espoir sur cette option thérapeutique. Et enfin, pour les hauts volumes, donc là, c'est le règne absolu de l'énucléation endoscopique, OLEP en tant que gold standard, GreenLep, TULEP, bipolep, et on peut faire aussi PVP, AVH et adénomectomie mini-invasive et embolisation de prostate. En sachant que l'embolisation de prostate, ça marche mieux quand les volumes sont au-dessus de 80 cc.
Donc là, vous avez en avant-première nos recos que vous pourrez lire à l'affût. Je vous rappelle encore la technique qu'on a standardisée. Lisez l'article si vous voulez pouvoir le proposer aux patients et faire une technique qui est validée au niveau national. Et maintenant, où est-ce qu'on place nos traitements? Donc c'est un peu comme la figure de tout à l'heure en fait. On a la chance, on a tout un continuum d'alternatives entre éjaculation, récupération de l'autre et désobstruction et durabilité de l'autre. Et on part du non-ablatif, mini-invasif ablatif, chirurgie partielle jusqu'à la chirurgie complète. Il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de panacée. Il suffit juste de voir qu'est-ce qui va bien au patient. Donc, conclusion pour les techniques mini-invasives, parce que c'était ça aussi la question de la séquence là. Résultat fonctionnel inférieur aux techniques standards. Point, on le sait, c'est démontré. Et voilà, il faut informer les patients. Durabilité inférieure aux techniques standards, on les retraite plus. Meilleure récupération, ah ça oui. Et préservation de la fonction sexuelle, oui. Voilà ce que l'on en attend. Donc ça permet potentiellement d'arrêter les médicaments et leurs effets indésirables sexuels, sans recourir à un traitement altérant la fonction sexuelle, surtout si c'était ça le problème. Ça devient un peu une solution intermédiaire, en attendant, à 70 ans c'est important, 66 ans peut-être, après, 5 ans après, ça peut ne plus l'être du tout. Donc en fait, on peut imaginer une séquence thérapeutique. Ça permet aussi de traiter les patients fragiles, et quand on a beaucoup de patients fragiles dans son établissement, ça devient des outils essentiels. Ne pas proposer, donc là ça c'est mon conseil, le no-go c'est ne pas proposer chez un patient non préoccupé par les effets indésirables sexuels et qui souhaite une solution durable et performante. Mettez le bon patient devant le bon traitement. Et je pense qu'on n'a pas trop de techniques, on a la chance de pouvoir faire de la médecine personnalisée. Je vous remercie.